Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Une fois le suspect sous la main de la justice, là commence l'interrogatoire. Et c'est là que s'exprime la logique inquisitoriale. Le juge questionne, donc torture, soyons honnêtes, reformule et insiste. Les réponses sont dictées au notaire, traduites en latin, figées dans le texte ensuite. L'accusé jure sur les évangiles de dire la vérité. Mais la torture, ou la question, autorisée donc, peut être utilisée si les preuves manquent. Et elle n'est pas systématique, il faut savoir aussi. Mais évidemment, elle plane sur toute la procédure. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Le soupçon suffit à la justifier. Vous savez, si tu ne parles pas, regarde ce qu'il y a à côté de toi. Tu vas voir le fer rouge, la roue, etc. Tu vas voir, tu vas parler. C'est sûr qu'avec ça, les plus... Enfin, j'allais dire les plus inquiets craquent, mais qui ne craquerait pas Vient ensuite l'examen du corps. S'il s'agit d'une fille, vous avez une matrone ou une sage-femme qui est convoquée pour constater la défloration. S'il s'agit d'un garçon, vous avez un médecin qui peut être appelé pour examiner les blessures. Les formules, alors, sont froides, techniques, insoutenables, je vous en fais grâce. Le corps devient texte, objet de preuve, support du jugement. Enfin, le tribunal rend la sentence. Selon la gravité des faits, ça peut aller de l'amende au bannissement à vie, voire à la pendaison publique carrément. Les coupables étrangers sont expulsés, les citoyens peuvent être marqués, mutilés ou carrément exécutés. Et quand le crime est commis sur un enfant, donc la sévérité s'accroît, le podestat entend montrer à ce moment-là que la cité protège son innocence, vous avez compris. L'un des aspects les plus déroutants, en tout cas pour nous, dans cette justice médiévale, c'est l'absence d'avocat au sens moderne. Vous avez compris, le procès n'est pas un duel oratoire, c'est juste une enquête écrite. Le juge instruit, il interroge et il conclut, et c'est tout. Il n'y a pas de défense organisée, il n'y a pas de plaidoirie publique. L'accusé peut toujours protester, il peut toujours nier, il peut toujours invoquer les témoins, cause toujours, mais en fait il dépend tout simplement du bon vouloir du tribunal. Ce système donne un immense pouvoir aux juges et à ses notaires. Ce sont eux, en fait, qui décident quels mots entreront dans le registre, quelles phrases seront conservées, quelles nuances seront effacées. Si vous pensez au procès de Jeanne d'Arc, c'est exactement la même chose. Ce sont eux qui transforment une scène de violence en acte juridique. Et dans ce passage du vécu à l'écrit, c'est là que l'émotion disparaît. Il ne reste que la mécanique du droit. Mais cette froideur n'est pas forcément de la différence. C'est une façon, encore une fois, de maîtriser le scandale. L'écriture neutralise la peur, le dégoût, la honte. En même temps, vous me direz, ils ne savent pas lire les autres. Mais enfin, quand même. Elle rend le crime dissible et donc punissable. Ce que la société ne peut dire dans le langage ordinaire, elle le dit dans ces cas-là dans celui du notaire. Dans la justice de Bologne, le corps n'est pas seulement la victime du crime, il en est la preuve principale. Les juges médiévaux n'ont pas nos concepts de consentement, de traumatisme. Pour eux, la vérité du viol se lit carrément dans la chair. C'est ce que les juristes appellent un signa corporalia, les signes corporels. Ces signes, on les cherche, on les décrit, on les compare. Les sages-femmes témoignent de l'état de l'hymen, de la présence de sang, de déchirures, d'échymoses. Les médecins, souvent, qui sont formés à l'université de Bologne, se fondent sur la théorie des humeurs. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Un corps chaud et sec indique la force. Un corps froid et humide, la passivité. Ces catégories qui sont héritées de la médecine antique justifient en partie la distinction justement entre viol selon la nature, c'est-à-dire contre les filles, et contre la nature, c'est-à-dire, en général, contre les garçons. Parce que la nature, pour les juges médiévaux, encore une fois, c'est l'ordre du monde. L'homme actif, la femme passive. Le viol d'une fille, c'est un excès de force. Celui d'un garçon, c'est une inversion des rôles. Dans le premier cas, le crime souille la pureté, on est d'accord. Dans le second, il bouleverse carrément la hiérarchie des sexes. Et pourtant, dans les deux cas, la preuve repose sur le même principe, le corps dit la vérité. C'est dans ses blessures, ses fluides, sa matière même que se lit la faute. Le mot corpus désigne à la fois la victime, la preuve et le texte juridique, le corps, le corpus, le crime. Les archives bolonaises décrivent donc des crimes situés dans des lieux ordinaires.
des ruelles, des églises, des ateliers, des champs. Le viol d'enfants n'a rien d'un acte secret. Il ne se fait pas dans une cave, dans le fin fond des pièces, etc. Non, il se produit souvent en plein jour, à proximité de témoins. Mais le regard des autres, c'est pas forcément le regard de secours. Les témoins peuvent détourner les yeux, hésiter à parler, craindre le scandale, ça n'a pas changé. Certains n'interviennent que lorsque le crime devient public, lorsque l'enfant revient en pleurs, blessé, et que la honte se propage. Les registres montrent aussi la diversité des auteurs, artisans, étudiants, prêtres, domestiques, soldats. Il n'y a pas de profil unique, il n'y a pas de profil type, pas de portrait robotype, pas de marginalité particulière. Le violeur d'enfants au Moyen-Âge n'est pas une figure monstrueuse, c'est un homme ordinaire qui commet un péché extraordinaire. Et c'est précisément justement ce contraste entre banalité sociale et gravité morale qui rend ces affaires si dérangeantes. Dans les procès, les témoins jouent un rôle décisif. Ils confirment, ils précisent, parfois même ils contredisent. Ce sont des voisins, des amis, des passants. Leur parole, traduite en latin par le notaire toujours, devient un fragment de vérité. Mais leur fiabilité dépend aussi de leur statut. La parole d'un homme vaut plus que celle d'une femme, celle d'un adulte plus que celle d'un enfant. Les témoins féminins, d'ailleurs, sont rares. Ils sont souvent cantonnés au rôle de matrone. Quant aux enfants témoins d'un crime, leur parole est presque toujours écartée, jugée trop influençable, trop incertaine. Et c'est comme ça que le procès repose sur un triangle, le plaignant, l'accusé, les témoins adultes. L'enfant victime, lui, il reste en marge de tout ça. On parle de lui, on parle pour lui, mais jamais avec lui. Et pourtant, tout tourne autour de son corps, de son âge, de sa pureté perdue. Et quand le verdict tombe, la sentence à valeur d'exemple, le châtiment ne répare pas, il purifie. Les exécutions sont publiques, les bannissements annoncés sur la place. Le but est de restaurer l'ordre moral, de montrer que la cité ne tolère pas la souillure. Les juges, d'ailleurs, n'emploient pas le mot « justice » comme nous on l'emploie. Ils parlent d'équité, equitas, et de paix, pax. Rendre justice, c'est rétablir la paix divine et sociale. Et punir le viol d'un enfant, c'est laver la honte de la cité. Dans certains cas, pourtant, la peine, il faut savoir, se négocie. Un notable peut racheter sa faute par l'argent, un clerc par la fuite vers un couvent. Mais en général, la grande tendance, c'est la sévérité. Les archives regorgent de condamnations lourdes, parfois jusqu'à la mort. Bologne veut vraiment montrer qu'elle protège la pureté de ses enfants comme celle de ses murs. Dans cette justice, à la fois rationnelle et symbolique, le corps de l'enfant devient le lieu d'une double opération. Il est la preuve du crime et il est aussi l'objet de la rédemption publique. Mais pour comprendre pleinement ce système, il faut entrer dans la logique du genre. Pourquoi en fait le même acte n'a-t-il pas le même sens selon qu'il vise une fille ou un garçon ? Pourquoi la nature du crime dépend-elle du sexe de la victime ? Comme on vient de le voir dans les registres de Bologne, le viol n'est pas une catégorie unique. Il existe donc des viols selon nature, secundum naturam, et d'autres contre la nature, contra naturam. Ces expressions ne désignent pas le consentement, mais la conformité à l'ordre du monde. Le viol d'une fille, c'est une violence exercée dans le cadre d'un acte sexuel jugé normal. Je mets des guillemets, une pénétration vaginale, même si elle est contrainte. Celui d'un garçon relève donc du contre-nature parce qu'il inverse les rôles, parce qu'il introduit, si j'ose dire, un désordre plus profond. Dans un cas, l'adulte a péché par excès de désir, dans l'autre, il a péché mais contre la création. Ce vocabulaire, ça peut nous paraître à nous étrange, dit beaucoup en fait déjà de la hiérarchie des sexes. Les juges médiévaux ne pensent pas le viol d'enfants comme une atteinte à la volonté d'un individu, encore une fois, mais comme une transgression cosmique. L'ordre des corps reflète en fait l'ordre de Dieu. Il n'y a pas plus l'homme que la femme, c'est en tant qu'être, vous avez compris. Toucher à cet ordre-là, c'est menacer l'équilibre de la société tout entière. Et pourtant, les filles et les garçons n'occupent pas la même place dans cette logique. Les filles sont vues plutôt comme des êtres à protéger, gardiennes de la pureté familiale.
Les garçons, eux, sont supposés promis à la virilité, porteurs d'un avenir actif. Leur atteinte est donc interprétée autrement, non comme une souillure sexuelle, mais comme une inversion des rôles, une atteinte à leur futur statut, leur statut d'homme si vous voulez. Le terme contre-nature, donc sodomithicum, englobe au Moyen-Âge plusieurs réalités. L'homosexualité masculine, la bestialité et les rapports sexuels forcés sur des enfants de sexe masculin. Cette confusion est très ancienne. Depuis les pères de l'Église, tout acte sexuel non reproductif est considéré comme un dérèglement de la nature. Mais à Bologne, la précision des registres judiciaires révèle quand même une évolution. Le viol d'un garçon n'est pas assimilé à une simple sodomie consentie, il est aggravé par la contrainte et par l'âge de la victime. L'acte devient doublement monstrueux, si vous voulez, parce qu'il pervertit en fait la nature, il détruit aussi l'innocence. Les juges parlent alors d'œuvres abominables, d'actes infâmes, de péchés contre Dieu et contre les hommes. Le vocabulaire change selon le statut aussi du coupable. S'il s'agit d'un clerc, la faute est encore plus grave, vous l'imaginez bien, parce qu'elle mêle le sacré et le charnel. S'il s'agit d'un laïc, ça reste un crime public. Mais dans tous les cas, la sanction est exemplaire, bannissement à vie, confiscation des biens et parfois aussi la corde. Et il faut souligner ce paradoxe, les viols sur garçons, longtemps confondus avec la sodomie, sont pourtant ceux que la justice médiévale punit le plus sévèrement. Non pas par compassion, encore une fois, pour la victime, j'insiste vraiment dessus, mais parce que l'acte blesse la virilité, la hiérarchie, la nature. Le garçon violé incarne une angoisse fondamentale, celle de l'homme réduit à la passivité, ce qui est l'horreur totale pour cette époque. Les filles, elles, incarnent une autre peur, celle de la souillure. Leur corps est le lieu de la reproduction, de la transmission du sang. Le viol d'une fille atteint la lignée, l'honneur, la réputation. C'est pourquoi la justice médiévale considère aussi la virginité comme un bien social. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.